Bonjour, ici Michel Bellil à nouveau pour la troisième vidéo de la série Dynamisation du document archivistique et numérique, note de recherche 3. Je dois indiquer déjà en partant que j'ai eu des problèmes techniques et des problèmes de santé. Bon. On ne s'inquiète pas, c'est pris en charge. Ça ralentit la cadence, malheureusement. J'espère que maintenant, ça va aller un petit peu mieux, un petit peu plus vite. Pour la question des problèmes techniques, je dois les résoudre moi-même, alors ça prend du temps, ça fait faire des recherches, on découvre des choses et ça ajoute au sujet de discussion qu'on a dans l'élaboration du projet. Alors, mon idée à l'origine, c'était de produire une maquette qui est un ensemble de fichiers que vous auriez pu télécharger et puis tous les fichiers auraient été ensemble dans un répertoire et vous avez pu voir le contenu de chacun des fichiers et puis même jouer avec, changer un petit peu les données et puis voir le résultat dans un navigateur web. Malheureusement, est-ce que c'est ma mémoire qui est défaillante ou si ça fait trop longtemps? Pour toutes sortes de raisons, ça va être long à expliquer, c'est pas possible, ça marche pas. Ça fonctionnerait si, au lieu d'avoir des fichiers séparés, un pour le contenu, donc les fichiers XML, un pour la mise en forme, le fichier CSS, ça on n'a pas parlé encore, on va y revenir, et un fichier pour mettre le tout ensemble et contenir la logique de dynamisation, le fichier HTML. Et peut-être quelques fichiers de code en plus. Bien, ça ne fonctionne pas. Je peux tout mettre ensemble dans un seul fichier, mais, à mon avis, ça fait perdre de vue, de un, la complexité de tout système de dynamisation de l'information, et puis, ça crée un gros fichier qui va devenir difficile à gérer plus tard. Alors, je dois trouver une autre solution. Alors, on est rendu au plan B, hein, sans le savoir, on est rendu au plan B. J'ai à construire pour moi, pendant que je développe, un petit espace web privé sur mon ordinateur. Et puis, je mets des fichiers, je continue à faire des vidéos, faire des démonstrations, mais j'aurais aimé que vous puissiez très tôt pouvoir mettre la main sur le projet. Alors, je dois faire héberger ces fichiers-là sur un site web quelque part. J'ai essayé de voir si ça pouvait facilement fonctionner sur Archapeau qui roule avec WordPress. C'est possible, mais avec beaucoup de guillemets, beaucoup de parenthèses. Je vais l'héberger sur un serveur à part sur Internet et vous y aurez accès. Pas tout de suite parce qu'il faut que je trouve où je vais mettre l'ensemble de fichiers. C'est ennuyeux, vraiment. La raison pour laquelle ma première idée ne fonctionne pas, c'est une raison de sécurité. Pour des raisons de sécurité, semble-t-il, on ne peut pas facilement, à l'intérieur d'une page HTML, appeler le contenu d'un fichier XML externe, l'importer et puis le travailler. J'ai cherché pendant plusieurs heures, toutes sortes de moyens. On nous suggère toujours la même approche qui, pour moi, dans mon cas, ne fonctionne pas. Tandis que l'approche serveur web, ça fonctionne comme un charme, ça va très bien. Alors, je vais profiter de cette difficulté et puis de ce que j'ai trouvé en cours de route pour ajouter à la discussion entre documents matériels et documents numériques justement des questions de sécurité. C'est un énorme sujet, c'est très gros, c'est très lourd, c'est complexe, ça demande beaucoup de connaissances techniques pour bien comprendre les mécanismes de sécurité, les mécanismes d'intrusion.
Alors, si on s'imagine un instant que nous sommes une institution, nous avons des documents, des archives, et puis on veut les distribuer, on veut les rendre accessibles au public. Ah, ben on engage une entreprise, ils vont nous construire un site web, un système de recherche, plein de rencontres, et puis on arrive à au point, quelque chose qui, ça fonctionne et c'est plaisant, et les gens arrivent en masse et consultent nos documents, nous sommes ravis. Même si, avec la meilleure intention du monde, l'entreprise de services informatiques qu'on va engager va produire exactement ce qu'on veut, et puis que ce qu'on veut soit exactement ce que notre clientèle aime utiliser. Déjà, ça, si on arrive à faire ça, c'est beaucoup. Il reste en plus toutes les questions de sécurité qui sont constamment changeantes parce que ça évolue tout le temps. Dans le terme sécurité, j'inclus conservation des données, c'est-à-dire que si elles sont sur des disques durs sur un serveur, si le serveur fait défaut, il faut avoir une copie pour le remplacer, il ne faut pas perdre ce qu'on a. Intégrité, il ne faut pas que les fichiers soient corrompus en cours de route parce que des toutes petites corruptions, ça paraît probablement pas, mais il peut arriver des cas de corruption, et j'en ai trouvé un dans mes vieux documents, je vais vous le montrer tantôt, où le document devient inutilisable, et puis même la copie de sauvegarde que j'ai, est inutilisable aussi. Bon, alors le document est perdu. Dans ce cas-ci, c'est pas très important, c'est une petite image, c'est sans conséquence, mais pour des documents qui sont importants, les corruptions, il n'est pas question d'avoir de tolérance à la corruption. Il y a des intrusions, il y a les attaques de serveurs. En tout cas, c'est tout un sujet. Sur Internet, vous pouvez en trouver quantité d'articles. Autant des articles d'information qui disent une telle entreprise s'est fait attaquer, il y a eu tant de vols de données, pirates machin, et des informations techniques sur comment ça se produit, comment ça peut arriver, comment c'est réparé. Un autre aspect de sécurité qui est plus récent et qui devient extrêmement embêtant au point où, même si ça ne fait pas exactement partie du projet, je dois le mentionner. Je vais la mettre à la fin. Parce que... On va mettre ça ici. Donc c'est ça. Là, ici, on a... Je vais mettre ça à la fin, parce que c'est vraiment une longue parenthèse. Et puis ça va trop distraire. Alors, si on revient à l'essence de notre projet, le fichier des citations, si je le regarde dans mon logiciel d'édition, je vois toutes les citations, je vois toutes les balises XML, et c'est très joli. Le travail est fait en partie. Vous pouvez aussi voir le contenu d'un fichier XML dans un navigateur web, comme ici c'est Microsoft Edge, ça fonctionne aussi dans Chrome, Firefox, Brave, Opera. Alors, il suffit d'ouvrir le fichier. Et par défaut, le navigateur web comprend que c'est un fichier XML et il le formate sensiblement de la même façon que dans mon logiciel d'édition. À la différence près que dans le navigateur, on ne peut pas modifier le contenu. On peut le voir. Alors, nous le voyons. Et puis, ça semble bien correct.
Maintenant, la page web qui va contenir la dynamisation de l'ensemble, j'ai commencé à travailler. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon, quand parfois il y a un problème, dans la dernière vidéo, je parlais de l'encodage ASCII, UTF-8, 16, Unicode. Et bien ici, on a une preuve de problème d'encodage. Parce qu'on voit bien dynamisation du document archivistique et numérique. RIC, note de recherche 3. La lettre accentuée a été mal lue parce que le navigateur ne sait pas quel est le format d'encodage du fichier. Il ne le sait pas parce que je ne l'ai pas spécifié dans l'entête de mon fichier HTML. Je vais aller fouiller dans mes vieilles notes. Sinon, je vais aller sur Internet. Je vais aller inscrire l'encodage qu'il faut. C'est un peu gênant. Mais en même temps, ça illustre déjà en partant que un document présenté au travers du web, son contenu n'est pas suffisant pour nous permettre d'avoir un moyen de le représenter clairement dans sa version d'origine ou la version dans laquelle on prévoit bien qu'il soit perçu par l'utilisateur. Il faut spécifier tous les petits détails. Donc ça c'est très bien. Alors le début du document c'est joli, c'est vide, il n'y a pas de citation. Alors j'ai travaillé un peu plus. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. C'est lui. Ici, j'ai travaillé un petit peu plus. Et j'ai un peu de code ici. Je ne rentrerai pas dans le détail de chaque ligne de code tout le temps parce que non, je pense que je vais perdre tout le monde. Simplement pour dire que ce petit code va aller chercher le fichier des citations et va l'inclure dans le fichier présentation HTML. Et ça devrait nous donner, si on le regarde directement, rien. Parce que j'ai simplement ouvert le fichier. Je ne suis pas passé par un serveur web. Si je passe par mon serveur web local, là j'ai le contenu du fichier XML inséré dans mon fichier HTML. Le serveur fait une manipulation qui a permis la fusion de deux, faut que je bouge trop, qui a permis la fusion de deux documents. Le problème ici, c'est que mon fichier XML n'est plus séparé. On voit que tout n'est qu'un immense bloc de texte, sans formatage, sans coupure de ligne. Je dois spécifier comment je vais découper le fichier. Ce que je vais faire maintenant. J'espère que c'est clair. Ou ça va se clarifier un peu plus tard. Parce que dans ma tête, c'est très clair. Mais pour l'instant, ça doit être absolument mystérieux pour tout le monde. C'est peut-être pas une mauvaise chose que ce soit mystérieux, parce que, je répéterai encore et encore et encore la chose, le numérique, c'est pas uniquement un document, c'est un document, un système, un mode de présentation. Et puis, même si le document est aussi conforme que possible à l'original, qui serait un document papier, le système et la présentation jouent énormément sur la présentation du contenu.
c'est l'exercice qu'on a ici à l'écran. Bon. Après avoir fait des recherches, écrit du code avec beaucoup de tâtonnements, parce que je ne me souviens plus comment on fait ça de JavaScript, ça fait longtemps. Enfin, j'ai réussi quelque chose. Alors, ici, j'ai démarré mon serveur web qui est tout à fait invisible. Serveur actif. Et si on s'en va dans le répertoire de notre projet et on charge la banque de citations, maintenant, on a toutes les citations. 1, 2, 3. Bon, je me suis un petit peu amusé. J'ai mis... c'est un tableau. J'ai mis chaque rangée d'une couleur différente en alternance. On les a toutes. On peut voir toutes les citations. Alors, on a un petit bout du travail de fait, c'est-à-dire qu'à partir d'un fichier XML, on peut charger les citations. Maintenant, on va faire la portion aléatoire, c'est-à-dire, au début, je pense que je vais juste charger 6 citations au hasard. Et quand on recharge la page, on va avoir 6 autres citations au hasard. Ça va être premier essai qui nous rapproche du but du projet. Ça fait longtemps que je parle, ça fait longtemps qu'on écoute des vidéos et on ne voit pas beaucoup de résultats. Alors voici un résultat. Ne nous décourageons pas. J'ai des beaux plans pour l'avenir de ce projet-là. Alors, c'est ça. Alors, pour l'instant, vous devez admirer à distance, à travers la vidéo, la progression du projet. Là, je dois trouver moyen d'héberger ça quelque part. Bon, il y a plein de places où ça peut se faire. J'ai un autre projet parallèle que je voudrais mettre sur le même serveur, tant qu'à payer pour un hébergement. Je veux bien que ça puisse servir à plus d'une chose, puis les deux projets seront séparés, mais sur le même serveur. J'ai trouvé 2-3 options, mais aucune de ces 3-là me donne la fonctionnalité dont j'ai besoin pour l'autre projet. Je vais chercher, je vais trouver. En attendant, on travaille là-dessus. Alors je pense que pour aujourd'hui, ou pour cette vidéo-ci, c'est suffisant. J'ai regardé au montage tantôt, j'ai eu au moins 30 minutes de matériel. C'est long. J'ai aussi déjà découpé et porté à la fin mon commentaire sur un des aspects de sécurité du code parce que c'est un peu loin du projet, mais ça reste intéressant. Alors, c'est une petite parenthèse annexe. Là, je vais voir si ce que j'ai dit et fait au montage l'autre jour, si ça fait toujours du sens ou si je dois reprendre. Alors, enfin, comme ça va un peu mieux, ça devrait progresser un petit peu plus vite. Et puis pas pour vous laisser en suspens trop longtemps. C'est cela. Alors, à la prochaine. Au revoir. Alors, c'est la capture d'informations personnelles. Donc, les grands noms de l'informatique de ce monde, on a Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qu'on groupe sous le nom de GAFAM, collectent une quantité phénoménale de données sur nos habitudes de consommation électronique. Alors, quel site on visite? Où on va? Qu'est-ce qu'on achète? Il n'y a rien qui est laissé, qui est oublié. Il n'y a pas de miettes qui restent dans une assiette. Ils gobent absolument tout. Et puis,
On est consentant à la chose parce qu'à chaque fois qu'on fait affaire à ces services-là, qu'on s'inscrit, on ouvre des comptes, il y a les fameuses litanies, les conditions d'utilisation. Euh, alors, on consent à tout ça. On consent moins à ce que ces données-là soient réemballées, même si elles sont, semble-t-il, anonymisées. Elles sont réemballées et sont revendues et revendues et revendues. Et puis bon, c'est extrêmement embêtant. Il y a plusieurs études, il y a même des poursuites légales à l'effet que des gens se sont sentis littéralement envahis dans leur vie privée. Alors, quand on apprend que la caméra de son téléphone cellulaire s'allume à notre insu pour voir visuellement quelle est notre réaction qu'on fait devant une image ou un commentaire qu'on a sur Facebook ou Instagram, ça devient sérieux. Alors, l'article que j'ai mis ici, je vais donner le lien, traite du fait que des écoles font installer des logiciels sur les tablettes, les portables, ou les téléphones cellulaires des enfants, des étudiants. Ces applications-là servent dans le processus pédagogique des maisons d'enseignement, mais aussi ces applications-là contiennent ou elles sont construites à partir de boîtes à outils qui, elles, captent de l'information sensiblement de la même façon que le groupe Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft le fait ou le font. Mais là, on parle d'enfants. Et on parle de captation d'informations à l'insu de tout le monde, et même des maisons d'enseignement, et même à l'insu des équipes qui ont développé les applications, parce que ces fonctionnalités de captation-là se trouvent dans les boîtes à outils qu'elles ont achetées pour simplifier leur travail de programmation. Alors, ces boîtes à outils qu'on appelle des SDK, des Software Development Kits, on achète des licences en tant que développeur, des licences d'utilisation de ces boîtes à outils-là pour les intégrer dans les applications. Généralement, ces boîtes à outils-là sont correctes et convenables. On dira que c'est du code propre. Mais jusqu'à quel point toutes ces boîtes à outils-là sont propres, on commence à douter de la chose. Alors, si on imagine que nous représentons une institution et on met en place un système Internet qui permet aux gens de consulter nos archives, il faut être vigilant de la chose parce qu'il faut savoir que probablement, dans le code qui affiche les documents à l'écran pour un utilisateur, il y aura des outils de captation de données. C'est extrêmement embêtant, c'est envahissant. Comme c'est un phénomène relativement nouveau, il y a peu ou pas de réglementation sur le sujet. Il faut être vigilant. Alors ça, je devais en parler parce que ça fait partie du monde numérique. C'est ce qui se passe en dessous du tapis. C'était une parenthèse un peu malheureuse, mais je pense nécessaire à cet effet. Et pas à cause de ça, parce que j'ai pris connaissance de l'article après avoir commencé le projet. La façon dont je travaille ce projet de dynamisation-là, où je fais tout le code à la main, comme on faisait il y a comme 20 et quelques années, j'ai un meilleur contrôle de tous les aspects du projet, même si à l'origine je voulais utiliser Angular.js, qui est une boîte à outils. Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas vraiment. Enfin, bon. Erreur du gestionnaire de projet que je suis. Je me propose de considérer ce projet-là comme un exemple de développement de code plus propre, qui contiendra moins de particules codées insidieuses. Et c'est, je pense, une pratique éthique qui devrait être encouragée. Alors, fin de la parenthèse, on revient à notre fichier XML. Alors, bien, voici, à défaut que vous puissiez toucher sur votre ordinateur le premier rendu des citations à partir du fichier XML,
Mais voici un défilement du document au complet. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode-ci. Rendez-vous au prochain pour les premiers exercices de réelle dynamisation et sélection aléatoire. Au revoir.